Mon premier vomi date du kilomètre 30. Ça fait 100 km que je puise au plus profond de moi. J'ai jamais puisé autant, j'en peux plus, je suis vidé. J'arrive enfin à Champais, donc je vois mon parrain. Mais je pense qu'il aurait préféré ne pas me voir. J'étais là vraiment au bout. Je suis arrivé à Champais et là je me suis écroulé, totalement écroulé. On voit les coureurs qui arrivent, ils sont fatigués, ils sont en train de pleurer, ils sont couverts de boue, de sang. C'est un rêve de gosse, donc j'ai toujours suivi les éditions depuis que je suis petit. Ils s'appellent Anna et Marco. J'ai toujours détesté courir. Partagez avec eux la préparation de leur UTMB 2024. C'est une expérience hors norme qui est à la limite de ce que l'humain est capable de faire en fait. Toujours plus ultra, une aventure sonore sur les versants de l'UTMB. Épisode 4. J-20, le revers de l'ultra-médaille. Pour les organisateurs et organisatrices d'événements, on demande concrètement quelles actions mettez-vous en place pour rendre votre événement écologique ou moins impactant. 8 août 2024. Quelques semaines avant le départ de l'UTMB, ce ne sont pas des coureuses ou des coureurs qu'on entend au cœur de la forêt de Valorcine. À 16 km de Chamonix, une vingtaine d'associations est réunie autour de l'événement Restez vivant du Festival de la Nuit des Ours. Nous, association de protection de la montagne, on est pour que les gens y aillent. Contradiction, parce que forcément, tu as un impact. Parmi leurs interrogations, une question centrale. Un événement sportif organisé en pleine nature peut-il vraiment être écologique ? Comme c'est un terrain spécifique, fragile, il y a au moins deux façons d'y aller. Soit on y va sur la pointe des pieds, avec les 5 sens en écoute, complètement en observation, en immersion, soit on y va comme des bourrins. Et on s'en fout en dominateur et on écrase tout, quoi. Une réflexion qui résonne dans les coulisses de l'UTMB. Mais les organisateurs de Restez Vivant restent persuadés que ni Catherine ni Michel Poletti ne viendra aujourd'hui. Et pourtant, avec quelques minutes de retard, leur fils David Poletti arrive. Il s'installe discrètement à l'ombre, accompagné d'un jeune homme qui prend des notes dans un carnet. Leur présence est-elle le signe que les lignes commencent à bouger ? Sur les sentiers qui existent, sur le tracé qu'on estimait passer, ça ne pouvait plus se passer dans de bonnes conditions. Maintenant, est-ce que l'événement serait moins impactant parce qu'on serait 6 000 que 10 000 ? Oui, mathématiquement, on le serait forcément. Quand on passe à 1500 sur le sentier au col de Vose, ou 2500 même à cet endroit-là, puisqu'il n'y a pas encore eu d'abandon. L'impact sur le sentier, à partir du moment où on ne sort pas de la trace et on ne va pas piétiner la flore, elle n'est pas supérieure, elle est même inférieure à l'impact qu'il y a sur l'intégralité de la saison, quasiment quotidienne, chaque jour de l'été où il y a plus de passages. La course Mont-Blanc, par exemple, n'augmente pas en nombre d'individus par course depuis... Il y a eu des quotas, d'ailleurs, puisqu'on s'assure plutôt d'avoir 2000-2200 partants, donc ça a très légèrement augmenté depuis 2006. Connaissant David, je sais qu'il est sincère quand il raconte ce qu'il raconte. Aux commandes du Trail des Aiguilles Rouges, Federico Gilardi orchestre chaque année cette course en septembre. 3 réserves naturelles et 4 cols à franchir. Après, ce n'est pas souvent le cas des coureurs. Les coureurs qui l'ont fait une fois n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Ils le disent tous. Sylvie Barcan est présidente de la commission Solidarité au sein des Amis de l'UTMB Mont-Blanc. C'est une association qui rassemble tous les bénévoles de l'événement. Toute la communication qui a pu être faite autour de l'UTMB n'a fait qu'augmenter le nombre de personnes qui ont eu envie de vivre la même chose. Rien qu'en 2023, l'événement a rassemblé pas moins de 10 000 coureuses et coureurs, 20 000 accompagnantes et accompagnants, 2 500 bénévoles. Et plus de 100 nationalités étaient représentées. Pour le plus grand plaisir des coureurs, vous vous rendez pas compte, pour eux, ça tape dans la cage thoracique, mais de vous entendre et de voir ce monde, c'est aussi ce qui fait le mythe de cette course. Alors merci à tous. Le parcours de l'UTMB est un parcours qui est tellement magique qu'on ne peut pas rester insensible, c'est pas possible. Et quand on vient une fois, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir aussi bien en tant que bénévole, que spectateur, que coureur, bien sûr. Le problème aussi, c'est que les gens qui courent
Et leurs familles ne font pas du tout attention. Bruno Boussagol, cofondateur du Festival de la Nuit des Ours. Amoureux de la vallée, il s'interroge sur les traces que l'événement pourrait laisser sur les sentiers de Chamonix. C'est pas leur problème, donc ils se garent n'importe où. Je suis pas directement impacté parce qu'il se trouve qu'à Barberie n'y passe pas, mais c'est évident que si j'avais 100 000 personnes, 10 000 qui courent et qui passaient par là, j'aurais un impact, c'est évident. Moi, ce que je retrouve, que je reproche beaucoup aux coureurs de la dernière génération, c'est que le milieu montagne ne devient qu'un fond d'écran joli pour pratiquer leur sport. Là où on habite à Chamonix, c'est très, très important l'aspect environnemental. En tout cas, pour moi, le but, c'est vraiment de courir, tu laisses rien derrière toi. Et en fait, il faut qu'à la fin, on n'ait même pas vu que t'es passé. Et en fait, on gère tous les jours avec la montagne qui est plus forte que nous dans tous les cas. Parce qu'on voit les glaciers, on voit, même moi qui est là depuis 6 ans, je vois que les glaciers, ils ont rétréci. On entend les tombées des rochers les nuits, la glace qui tombe. Il y a déjà un problème de fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que gagner de l'argent parce que des gens courent, donc s'épuisent. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'à voir aussi avec l'exploitation, quoi, hein, sur des chemins qui, eux, sont un bien public. On croit que la montagne appartient à tout le monde. Non, c'est pas tout à fait juste. Joëlle Dartic-Pacalé, autrice de nombreux ouvrages autour de l'histoire de Chamonix. La montagne, globalement, appartient à la commune de Chamonix, qui est évidemment propriétaire d'une grosse partie de son territoire. Mais il y a quand même, en bas de vallée, des parcelles qui sont privées et qui appartiennent au privé. Et il y a surtout, en montagne, en haute montagne, en moyenne montagne même, j'allais dire, des propriétés qui restent des propriétés privées. Et c'est le cas des alpages. Ces territoires ont été donnés par les prieurs de Chamonix au Moyen-Âge aux gens du pays pour qu'ils montent faire paître leurs troupeaux. En revanche, ils devaient débroussailler, essarter, débroussailler. Et en revanche, ils devaient offrir aux prieurs une contrepartie, c'est-à-dire du fromage, de la viande, des produits de la chasse. Toutes ces parcelles-là qu'on trouve à 2000 mètres, là je vois Blétière d'ici par exemple, c'était des parcelles privées. Et ce sont toujours des parcelles privées. Nous, on se doit vis-à-vis des réserves, surtout de la réserve des Aiguilles Rouges, qui nous permet de passer à l'intérieur un respect strict de certains passages, un balisage canalisé à 100% pour faire en sorte de ne pas abîmer des zones humides, etc. L'année dernière, c'est vrai que j'avais beaucoup insisté. On avait fait un balisage qui ne permettait pas de se tromper. On avait positionné un bénévole et il y avait à côté de lui un garde des réserves pour faire de la prévention. Attention, restez sous le chemin, ne passez pas à côté, c'est une zone délicate, etc. Malgré tout, j'ai eu 19 personnes qui ont voulu passer à côté et que du coup, j'ai dû disqualifier pour non-respect du parcours. C'est quasiment tout le temps sur les sentiers balisés pour justement éviter de courir n'importe où en montagne et de marcher justement sur des plantes qui n'ont rien demandé. Il y a quelques courses quand même qui font du hors-sentier, donc surtout dans les courses plutôt techniques. Mais là, souvent, c'est un sentier qui est balisé que pour le jour J, qui a été fait par les organisateurs. Et après, on va dire, faut pas y retourner en dehors de la course pour justement préserver l'espace montagnard. Encore une fois, il y a des gens qui m'ont dit mais moi, si j'ai envie de couper mon sentier, je couperai mon sentier. Lui, c'est Félicien Tenace, le jeune chercheur que j'ai croisé aux côtés de David Poletti, à Rester Vivant. À l'époque de notre rencontre, il est étudiant-chercheur sur l'impact social et environnemental des épreuves de l'UTMB Mont-Blanc. Libre à toi de faire ce que tu veux, mais nous, on a étudié et surtout on a travaillé avec les réserves naturelles de Haute-Savoie, notamment sur le col du Bonhomme, pour voir que ils ont fait tout un travail de réensemencement de pelouse alpine sur cette zone. Honnêtement, ça nous ferait vraiment chier que les coureurs de l'UTMB participent à ça,
participe à la dégradation de ce travail. Donc non, on a vraiment envie que les personnes respectent cela. Si la personne a été sensibilisée, qu'un travail a été fait de la part de l'organisation, que de la rubalise a été posée sur site et que le coureur ne respecte pas, libre à lui de le faire ou de ne pas le faire, mais il sera sanctionné. Il faut que l'UTMB et d'autres courses très grandes comme ça, il faut qu'ils se focalisent là-dessus. Il faut qu'ils focalisent sur comment on peut éviter que les voitures ils sont en train de suivre chaque coureur, comment on peut faire avec moins de dégâts sur les sentiers, comment on peut préserver. Je trouve ça quand même génial. Le principe du trail est quand même beau. Que de base, c'est juste de courir en montagne avec ses baskets. Faut faire attention pour pas que ça devienne trop commercial et trop cher, parce que finalement de base c'est un sport qui est plutôt populaire, et maintenant quand on voit le prix de certaines inscriptions, ça c'est plutôt un sport qui devient assez élitiste. Il y a trop de monde et du coup ça commence à bouchonner un petit peu. Je commence à comprendre ce que ça peut faire des touristes à la montagne. Ils ont mis en place des réparations. Donc, je vois où ils sont en train de réparer les sentiers. Je vois où ils sont en train de nous caler sur un endroit spécifique pour pas marcher sur cette zone sensible, par exemple. Je vois où ils mettent des panneaux pas de bâton ici parce que c'est sensible. Donc, ça me dit, oh, ouais, c'est vrai que, ouais, avec les bâtons, je peux endommager des choses. Et avec 2500 paires de bâtons, on peut vraiment faire un sentier de déviation. C'est piétiner, c'est-à-dire c'est marteler. La nuisance est majeure au niveau environnemental. Il y a tout plein d'actions qu'on met en place, du travail d'entretien sur les sentiers sur lequel on va intervenir sur l'ensemble de l'espace Mont-Blanc avec l'aide de l'association et des bénévoles. L'UTMB, en fait, a démarré en 2003 et ils se sont rendus compte très très vite qu'il fallait absolument une association parallèlement à la société qui s'occupe de fédérer en particulier les bénévoles des 3 pays. En 2023, donc de façon tout récente, nous avons changé son nom. Nous l'avons appelé les Amis de l'UTMB. D'abord parce qu'on n'est pas que des trailers, loin de là. Et puis surtout, le lien avec l'UTMB n'était pas explicite dans le nom de l'association. Nous avons un comité directeur qui est composé de 12 personnes qui sont donc élues par les membres de l'association. Et puis, nous avons 5 commissions au sein des Amis de l'UTMB. La commission environnement essaye de s'occuper de toutes les problématiques environnementales. Dieu sait qu'il y en a. Les ambassadeurs de l'environnement vont s'occuper de la gestion, vont faire de la sensibilisation sur la gestion des déchets, vont s'assurer que les chemins restent propres derrière, analyser, on ramasse tout derrière, à la fois pour laisser les chemins propres, mais aussi pour analyser l'évolution du comportement des coureurs et pour pouvoir faire du travail de sensibilisation derrière en conséquence. Mais ils vont également, grâce à la formation faite par Aster en amont de l'événement, pouvoir baliser les zones les plus sensibles. C'est un phénomène qui est devenu incontrôlable. C'est arrivé à ce partenariat avec Dacia. Donnant aux coureurs du monde entier l'opportunité de sortir des sentiers battus au cœur de destinations incroyables, le circuit UTMB World Series a pour vision de rendre le trail running plus inclusif et accessible au plus grand nombre. Dans un monde qui évolue, Dacia conçoit des voitures centrées sur l'essentiel, qui ne proposent que ce qui est utile. Des véhicules accessibles à tous, permettant une reconnexion à la nature. C'était pas forcément le meilleur partenariat qui existe dans un sport qui se veut justement plutôt avec un faible impact carbone. Retour en 2023. L'UTMB entre dans la tourmente. À l'occasion de ses 20 ans, le couple organisateur décide de changer d'appellation et nomme la marque de voiture Dacia partenaire titre. L'UTMB Mont-Blanc devient alors Dacia UTMB Mont-Blanc. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'une partie de la communauté du trail et de l'ultra-trail s'insurge.
Dès le 14 août 2023, le club de course à pied activiste Green Runners accuse Dacia UTMB Mont-Blanc de participer au greenwashing de la filiale de Renault. Il lance donc une pétition avec un slogan fort : pas de sport sur une planète morte. Une polémique qui fait du bruit et ravive une question brûlante. Peut-on encore ignorer l'urgence écologique dans un monde dominé par le sport business ? J'ai besoin de creuser et de comprendre ce qui se joue réellement derrière les beaux discours. Je pars rencontrer l'une des personnes à l'initiative de cette pétition. Direction Annecy. Antoine Pin, je suis le directeur d'une association plus connue sous le nom de POW. Une ONG internationale qui œuvre pour une mobilité 100% bas carbone et des pratiques sportives respectueuses des limites de la planète. Protector Winters a accompagné en fait le monde du sport outdoor dans sa trajectoire vers le respect des accords de Paris, de l'accord de Paris dans l'organisation même du sport. Là, la photo que tu as, en fait, c'est une photo qui nous a été donnée par un photographe qui nous a fait une photo de la ligne d'arrivée, là. On avait accompagné un collectif d'athlètes, d'associations qui posait la question si en 2023, associer le nom d'un constructeur automobile au partenariat titre d'une course comme l'UTMB était la direction que devait prendre le sport. Près de 90% des répondants qui disaient « bah non, en fait, ça n'a pas sa place là ». De manière indéniable, l'identité même de la course trail en France, et même à l'étranger maintenant, partout dans le monde, est liée à cette course-là. Accompagner ces gens-là, en tout cas ces organisations-là, c'est naturel, à partir du moment où ils sont accompagnables. Leurs propres sponsors sont des pollueurs, donc mondiaux. Il n'y a même pas de greenwashing avec eux. C'est même pas du greenwashing. Ils disent on n'en a rien à foutre, quoi. Hein. Tout le monde a une voiture dans le monde et on a besoin d'un partenaire voiture. Après, c'est vrai, quand on a choisi Dacia comme partenaire titre, on a dans la famille eu de l'inquiétude. Sous le feu des critiques, Catherine Poletti tient à clarifier sa position. On peut s'attendre à des critiques acerbes quand on est autant en vue. Le fait d'être leader, d'être apprécié, les gens attendent beaucoup plus de nous que des autres. Quand on a choisi que Dacia soit partenaire à ce niveau-là, il y avait de très bonnes raisons qui étaient autres. Il fallait les expliquer. En l'occurrence, c'était certainement celui qui correspondait le mieux à nos valeurs, peut-être pas à la carbone, au côté carbone et compagnie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2019, l'UTMB décide de mandater WWF France pour calculer le bilan carbone de l'événement. Résultat, il émet plus de 11 000 tonnes de CO2. Ça fait 1,3 tonnes de CO2 par coureur. Et tout le monde trouve que c'est un très beau chiffre. Je me permets de mettre un peu de contexte. À l'horizon de 2030, au plus tôt 2050 si on est retardataire, il faudrait que chacun et chacune d'entre nous ait une empreinte carbone individuelle de 2 tonnes. Ça veut dire que si aller courir l'UTMB, ça te prend déjà 1,3 tonnes, donc il te reste 700 kilos de CO2 pour faire tout le reste de l'année, emmener tes enfants en vacances, ta famille, ou pas tes enfants d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des enfants dans la vie, etc. Tu peux avoir le sport qui demande le moins d'aménagement dans la montagne, si tes 10 000 participants viennent en bagnole et en avion, bah ton impact il est majeur. On est en août, il y a encore les JO, où sont les marques de sport dans les sponsors des JO, quoi ? Où sont les marques de sport dans les sponsors du sport en général ? La ligue de foot, le premier sport français, c'est McDo. Et la question que ça devrait nous poser, c'est qui retire quoi de ces associations-là ? Et je suis désolé de nous le dire, nous sommes perdants. Toutes et tous, les courses sont perdantes. Dans cette relation-là, les courses prennent de l'argent, les entités prennent de l'image. Et on vit dans une société où l'image vaut plus cher que l'argent à l'heure actuelle. Dacia, quand ils ont eu ces choses-là, ils ont eu l'opportunité de mettre à côté de leur nom une entité, une culture. C'est pour ça que je remettais ça en question en premier, mais de fait est perçu comme étant proche de la nature. Donc, si tu mets cette entité-là comme partenariat avec Dacia, tu peux glisser de manière subtile, et c'est pas forcément du brainwash ou ce genre de choses-là, ou du complotisme, mais juste par petites touches, tu mets à côté de structures qui sont perçues comme étant créatrices de contact avec la nature,
une entité qui veut te dire que si tu achètes un 4x4, tu vas pouvoir aller faire du super outdoor. Et en plus, il est électrique, donc c'est trop bien. C'est un partenaire qui développe des voitures qui sont simples, qui sont sobres, qui sont durables et qui sont à des prix abordables pour tout le monde. Donc rien que ce panel-là pouvait être une bonne raison. Ouais, mais voilà, une voiture de plus d'une tonne, toutes ces choses-là, qu'elle soit électrique ou pas, que tu sois en train de pédaler ou pas, c'est pas une bonne idée, quoi. Ça nous a surtout amené comme interrogation, c'était donc le degré de déconnexion que ça dénotait par rapport à l'organisation, de la perception du public par rapport à quelque chose comme ça, de l'adéquation de ce move-là par rapport aux ambitions qu'ils affichent et qui encore une fois, j'insiste, sont réelles. Moi, je suis pas là pour dire que tout ce que fait l'UTMB, c'est acheté ou quoi que ce soit. Juste, les ordres de grandeur nous montrent que c'est loin d'être suffisant. Tout le travail qu'on fait sur le plastique a effectivement n'est absolument rien à voir avec le bilan carbone. Mais si aujourd'hui on considère qu'il y a que le bilan carbone dans l'environnement, c'est qu'on oublie, c'est qu'on traite le problème qu'en 2D. On peut imposer, c'est ce qu'on a fait depuis 2017, aux coureurs de venir avec leurs propres ustensiles pour ne plus du tout distribuer de vaisselle jetable. On peut se donner des moyens logistiques pour ne plus avoir besoin de bouteilles plastiques, même si on pourrait améliorer encore le process, choisir d'autres types de sirop ou tout ça. On peut avoir des actions sur nos ravitaillements pour utiliser moins d'emballage individuel sur les différents produits. Voilà, ça c'est tous des éléments sur lesquels on a une action. Aujourd'hui, 80% du bilan carbone est dû à comment les coureurs viennent sur l'événement. On est dans une vallée qui est mal desservie par les transports en commun. C'est vrai que c'est pas évident comme question. Moi, donc c'est vrai que j'ai la chance d'habiter pas très loin, donc l'impact de trajet puis de déplacement est pas énorme. Par contre, sur le matériel, oui, on a chacun un gros impact en tant que trailer. Le matériel, c'est quelque chose qu'on affectionne dans le milieu de la pleine nature, de l'outdoor, même dans l'eau vive, dans tous ces trucs-là. Quand on a des dégaines au Baudard, ça fait gling gling. Il y a un truc un peu, je sais pas, il y a un truc un peu hypnotisant peut-être. Est-ce que effectivement on est obligé d'avoir la dernière montre qui est sortie ou de changer de chaussures parce que elle a 300 km et que les crampons un peu dessous sont un petit peu usés. Pour la petite anecdote personnelle, je suis très content d'avoir pu courir le marathon pour tous avec une paire de chaussures qui avait déjà 1200 km. Plus tu fais de la longue distance, plus tu les changes rapidement finalement. Après, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi essentialiser. Il y a aussi pas mal de matériel aujourd'hui qui ne servent pas forcément à grand chose et il faut prendre le nécessaire pour faire l'UTMB. On va dire que avant, si on prend au tout début de l'UTMB, les personnes partaient avec beaucoup moins de matériel qu'aujourd'hui. Et c'est pas du tout la même chose. Les élites, ils ont vraiment le matos de top, qui c'est super léger, super petit, ça prend pas de place. Ils ont tous les nouveaux tissus, etc., qui sont super légers. Et vraiment, si on prend le sac de quelqu'un qui va finir en 42 heures et le sac de quelqu'un qui va finir en 20 ou 24 heures, et on pèse les deux, c'est pas du tout la même chose. Après, aujourd'hui, pour l'UTMB, il y a une liste de matériel obligatoire. Donc finalement, le matériel il est quasiment pareil pour tout le monde. Et c'est une bonne chose que finalement on est autonome et ça nous pousse à avoir quand même de quoi survivre si on est coincé à un col et qu'il fait froid. Je cours avec les bâtons, donc c'est un accessoire, mais je sais que j'adore ça. Et après, non, finalement, quand on a déjà basket, bâton, de l'eau et puis des barres de céréales dans un sac, on est quand même pas mal. Avec une petite tenue pour se réchauffer, avec un coupe-vent, c'est pas mal. Pieds nus, c'est un peu plus compliqué. Et non, aujourd'hui, on a plein de petits gadgets, etc. Et donc, je pense qu'il faut, essayer de prendre juste le minimum et ce qui nous permet justement de faire la course en tranquillité. Alors, pour le matériel obligatoire, je fais un 1,5 kg
à peu près, mais j'ajoute quand même 1 kilo de mes affaires à moi. Je prends mon téléphone, je prends 3 paires de gants parce que je suis frileuse là-haut. À l'heure actuelle, il y a assez de matos sur Terre pour qu'on en ait tous suffisamment. Il y a des solutions avec des marques qui proposent des chaussures de plus en plus durables. Kilian qui fait sa nouvelle marque avec le degré de réparabilité, tout ça c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on s'assure que la réparabilité soit actée. Il faut s'assurer qu'il y a les organisations qui permettent la réparation. Par exemple, nous, les interactions qu'on a avec les marques, c'est qu'ils disent, nous, on veut bien faire de la réparabilité, tout ça. Alors, il y a une partie qui est un peu de dédouanage, mais quand même, mais sauf qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'a pas des ateliers qui nous permettent de faire le volume nécessaire à nous, notre volume, en fait. Il n'y a pas encore beaucoup de solutions de recyclage, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui commence à arriver sur les courses. Mais je pense que ça va s'accélérer dans les années à venir, puisqu'on a quand même un impact, et c'est un sport qui se veut quand même plutôt sain, parce que c'est notre environnement de pratique. Donc on peut pas détruire l'environnement et à la fois en profiter de sa beauté du paysage pour courir. Donc je pense qu'on est un peu dans cette dualité et dans les années à venir, je pense que ça va évoluer. Et ensuite, il y a aussi la problématique des vols internationaux. Souvent, le nombre de nationalités fait peur, mais il faut le mettre en relief avec le pourcentage réel. C'est 25% d'intercontinentaux qui viennent, tous les autres étant européens. Donc sur cela, on a un levier d'action qu'on est en train d'étudier pour avoir une politique ambitieuse. Et sur les 25% qui viennent autrement, est-ce qu'on a envie qu'ils ne viennent plus du tout? Moi personnellement, j'ai pas encore ma réponse définitive là-dessus. Je suis pas sûr de me sentir aligné sur le fait de ne pas les faire venir. On nous dit, et d'ailleurs Madame Poletti a déjà mentionné publiquement qu'elle voyait pas comment elle pourrait mettre des quotas sur les gens qui viendraient en avion. On va pas bloquer les gens pour venir, etc., etc. En fait, au bout d'un moment, si, en fait, complètement, il faut voir. Et puis en plus, t'en as le pouvoir. C'est complètement privé ta course. Si tu veux pas qu'il y ait plus de tant de gens qui viennent en avion, ils vont faire quoi les gens? Ils vont venir quand même. Revoir l'ampleur de l'événement ou renoncer à accueillir le monde entier à Chamonix pour la finale ne semble donc pas être à l'ordre du jour. L'UTMB reste la vitrine de leur entreprise. Mais cette expansion mondiale pose une question. Comment garantir que toutes les courses by UTMB respectent les mêmes standards environnementaux ? Très clairement, l'UTMB Mont-Blanc est un laboratoire avec toutes les actions qui sont mises souvent en premier lieu sur le Mont-Blanc. On voit un peu comment ça marche et on les adapte un peu partout. L'Alsace et Nice sont en train de passer sur le zéro plastique. Moi, dans le cadre de mes recherches, je travaille sur le Val d'Aran, by UTMB, donc dans les Pyrénées espagnoles, où justement de nombreuses mesures sont mises en place sur le balisage réutilisable, sur la diminution des déchets, sur la mise en place d'un plan de transport. Et ensuite, on a aussi du côté entreprise signé la charte des grands événements sportifs internationaux. Mais ça, c'est une charte qui est française. Donc éventuellement, Nice ou Alsace auraient pu également juste se baser sur les éléments de la charte. Mais en fait, assez rapidement, quand on réfléchit à l'échelle de l'ensemble du circuit, on se retrouve un petit peu bloqué parce que les problématiques aux États-Unis ou les problématiques en Asie ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est en partant de ce constat que le programme UTMB for the Planet a vu le jour. On avait besoin de quelque chose qui permettait de transversaliser l'intégralité des mesures, des ambitions qu'on voulait mettre en place. Le nom se voulait porteur parce qu'on voulait que ça soit un signal envers tous nos directeurs de course, toutes nos organisations, que c'était quelque chose de transversal qui allait chapeauter l'ensemble du projet et lier l'ensemble du projet selon les contraintes politiques et territoriales de chaque pays. Certains événements vont être en avance sur certains projets et auront un peu plus de mal sur d'autres, mais l'objectif à moyen terme est bien malgré tout que chacun des événements soit capable de respecter l'ensemble des mesures éditées dans UTMB for the Planet. Et d'ailleurs, cette liste de mesures a elle-même vocation
façon à continuer à évoluer, puisque une fois que l'ensemble des événements aura atteint ses objectifs, l'idée n'est pas de s'arrêter là et de se dire super, on fait tout bien. L'idée c'est de dire ok, bon maintenant on a enfin réussi à atteindre cette marche, comment on fait pour atteindre la marche suivante? Ça va être de comprendre quel est l'impact économique, quel est l'impact social, quel est l'impact environnemental de cet événement, mais des événements au global, mais vraiment d'objectiver, de rentrer dans ce jeu d'échelle de quel est le réel impact et le comparer également à la perception que les personnes se font de ces impacts, comprendre pourquoi telle ou telle personne pense de telle manière. Est-ce que c'est parce que finalement elle n'aime pas la pratique? Est-ce que c'est finalement parce qu'il y a vraiment trop de monde? Est-ce que c'est parce que c'est trop impactant? Quelques semaines après ces enregistrements, on découvre les résultats du plan de mobilité 2024. Le système de navettes mis en place pour les personnes venues assister et aider à la course aurait permis d'éviter près de 6000 voitures. 200 tonnes de CO2 auraient été économisées. Et cette année, en 2025, les Poletti vont un peu plus loin. Quand une personne s'inscrit, elle peut choisir de compenser l'impact de son trajet en payant une somme calculée selon la distance qu'elle doit faire jusqu'à Chamonix. Un montant reversé ensuite à des projets environnementaux certifiés. Une manière de courir en allégeant un peu son empreinte carbone, du moins sur le papier. Ma fille, qui a 5 ans, ma plus jeune, à la fin de cette UTMB, jusqu'avant que je me rendormie à la maison, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « Maman, cette course, ça t'a changé le visage ». Toujours plus ultra, la traversée de l'UTMB en 6 épisodes. Et si vous aussi, vous avez une histoire à partager ou des mots à faire résonner, rendez-vous sur toujoursplusultra.fr. Créons ensemble le podcast qui vous ressemble.